Bonjour, donc aujourd'hui, on va vous parler de la transition des soins de la pédiatrie vers l'adulte pour les jeunes autistes. Donc, c'est notre analyse comparée. Pour tous les jeunes, le passage de l'adolescence à la vie adulte est une transition qui peut comporter des enjeux, autant sur le plan physique, émotionnel, cognitif, social et identitaire. Au cours de cette période, les adolescents planifient leur indépendance vers la vie adulte et cette transition est d'autant plus exigeante pour les jeunes avec des besoins particuliers comme le trouble du spectre de l'autisme. Prochaine diapo. Donc, le contexte de la transition de soins en DITSA est universel. On retrouve les mêmes enjeux sociaux écologiques un peu partout dans le monde. Notons les points suivants. Un accès limité et fragmenté à des soins et services spécialisés, un manque d'engagement et accès des services en santé mentale, un manque de connaissances pour les intervenants de première ligne en santé mentale et un manque d'informations pour les patients et les proches. Donc, au niveau du plan de la présentation d'aujourd'hui, on va commencer par vous parler du contexte au niveau du Québec. Par la suite, on va vous parler d'une expérience australienne. Par la suite, une expérience française et on fera notre analyse comparée par la suite ainsi que nos recommandations et la conclusion. Donc, au niveau du contexte du Québec, on a plusieurs faits marquants politiques. Donc, depuis les années 2000, le Canada a mis en œuvre de nombreuses décisions politiques significatives, tant au niveau fédéral qu'au niveau provincial. Voici quelques exemples notables. On a un plan d'action et documentation d'orientation qui s'appelle un geste porteur d'avenir, des services aux personnes présentant un trouble envahissant du développement à leurs familles et à leurs approches. C'est par le gouvernement du Québec en 2003. On a le Réseau national d'expertise en troubles du spectre de l'autisme par le gouvernement du Québec, encore une fois en 2007. Le plan d'action sur le trouble du spectre de l'autisme au Québec aussi 2017-2022. On parle de la stratégie pour l'autisme au Canada. Donc, au niveau du gouvernement fédéral, on a un plan de 2024, même chose pour le cadre pour l'autisme. Et finalement, la loi sur le cadre fédéral aussi, relatif au trouble du spectre de l'autisme, celui-ci en 2025. Donc, au Québec, la démarche de transition de l'école vers la vie active, qui est la TEVA, est mise de l'avant par notre gouvernement depuis bientôt 20 ans pour soutenir les adolescents dans cette transition et tous les défis qu'elle peut comporter. Son but, aider l'adolescent à atteindre son plein potentiel. La TEVA se fait lors des 3 dernières années d'école du jeune avec une rencontre faite à l'école regroupant les différents acteurs impliqués avec le jeune et sa famille pour discuter des différentes sphères suivantes. La résidence, l'autonomie personnelle, l'intégration socio-professionnelle et l'emploi, le réseau social, l'orientation et formation, le transport, le loisir et finalement la participation à la communauté. Au niveau de la transition adulte, dans les santé services sociaux, il y a plusieurs enjeux. Donc, au niveau du passage du suivi par un pédiatre vers un médecin de famille, présentement, c'est très difficile puisqu'aucune référence formelle n'est possible. La famille doit donc s'inscrire au GAP pour obtenir un médecin de famille et l'attente est souvent longue, comme nous le savons. Au niveau des services de première ligne, il n'y a aucune transition. Les services sont du 7-100 ans, donc la transition difficile se fait plutôt à l'âge de 7 ans. Selon le cadre normatif actuel, c'est en première ligne qu'il devrait y avoir un intervenant pivot. Mais dans les faits, c'est difficile à actualiser vu le volume d'enfants nécessitant un pivot. Au niveau de la deuxième ligne, encore une fois, aucune transition. Les services sont 700 ans. Et au niveau de la troisième ligne, le passage du suivi par un pédopsychiatre vers un psychiatre se fait à 18 ans. Ça se fait relativement facilement avec une référence d'un spécialiste à l'autre, même avec un changement d'établissement pour la continuité des services. C'est généralement une transition qui se fait bien. Par contre, à noter là, la problématique dans certaines situations, si le jeune n'a pas de médecin de famille, comme je parlais là, avec le passage difficile dans mon premier point. À ce moment, souvent, le psychiatre peut refuser la nouvelle référence s'il n'y a pas de médecin de famille, puisque c'est à lui de faire le suivi au niveau de la médication. Voilà. Dans un esprit de comparaison internationale, il est intéressant de comprendre la situation des soins et services en DITSA, surtout dans ce passage de la transition des soins de santé pédiatrique à celui des adultes en Australie. Dans cette section, nous aborderons également la portée d'un modèle de transition développé au Royal Children's Hospital de Melbourne, soit le Tearless, Fearless Transition Model. Dans le contexte de la transition du DI-TSA en Australie, on note les services en transition pour le TSA
sont très récents, donc c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Après, on note un manque de préparation et d'information pour l'adulte avec TSA et DI, pour aussi sa famille, les proches aidants. Un manque de ressources pour du répit. Puis, on a noté un récent modèle de financement pour les handicaps qui est dirigé directement aux familles. Donc, là, ils ont la responsabilité de trouver les ressources en fonction des... Et le financement vient par la suite. Donc, c'est un espèce de crédit. D'impôt, mais le fardeau de trouver la ressource appartient aux familles. On a aussi un manque de soutien en post-scolaire, donc on a souvent un décrochage à l'âge de 18 ans pour les jeunes et évidemment un manque de soutien à l'emploi qui est marqué, ce qui amène les parents à assurer la majorité du soutien des soins, ce qu'on appelle le burden distress pour leurs jeunes adultes avec des ITSA. On note par contre une implication politique régionale pour la région de Victoria qui concerne notre hôpital, l'hôpital Royal Children's Hospital. À noter pour la gouvernance, en 2015, le gouvernement a créé un Primary Health Networks travaillant directement avec la première ligne et les spécialistes, ainsi que les hôpitaux régionaux dont l'objectif était d'améliorer la coordination, l'efficience et l'efficacité des soins pour les personnes plus vulnérables sur le plan de la santé. Maintenant, parlons du programme Fearless Transition Model. Les particularités de ce modèle, c'est d'abord, on note que le début se fait en bas âge, généralement autour de l'âge de 12 ans à 12 ans, ce qui nous amène dans l'univers de la pédiatrie. Établir un portrait de la situation psychosociale du jeune et de ses proches. Cette approche a cette particularité d'être holistique, interdisciplinaire et structurée, ce qui en fait une force chez ce modèle. On a un soutien qui est organisé tout au long du parcours du soin, de la pédiatrie vers l'adulte et à travers les différents besoins de la famille. Donc, c'est vraiment axé sur les besoins de la famille et du patient. On offre aussi un soutien à la navigation et à la planification à l'aide d'un intervenant, case management qu'on appelle, case manager. Et aussi, une des particularités, c'est l'implication du médecin de première ligne, le GP, qui est impliqué dans toutes les décisions médicales et entourant le patient et sa famille. On note dans une deuxième étape, on a des approches qui sont, comme je l'ai dit, axées sur la famille, une implication de gestionnaire de transition, mais on a aussi l'utilisation des données cliniques qui répondent aux besoins, des outils cliniques qui répondent aux besoins des familles. Donc, ces outils cliniques-là, c'est des questionnaires pour évaluer la situation et les besoins. On a aussi des documents d'information pour les familles, les proches, les patients, les intervenants. On a aussi une belle collaboration en partenariat médical entre le médecin de première ligne et le pédiatre, puis un développement de trajectoire de soins qui englobe les services aux adultes et des réadaptations. En dernière étape, pour le programme Tearless Fearless, ils se sont concentrés sur la fameuse cogestion médicale, donc comment ils l'ont structurée. Au niveau de la communication et des prises de décision, ils se font directement. Donc, on a une étroite collaboration en place entre le médecin généraliste et le pédiatre, et plus tard le médecin en adulte. On a un partage des connaissances, une informatisation des trajectoires, donc une organisation en trajectoire de soins, et l'implication d'un psychiatre pour les cas les plus lourds. Parmi les critiques qu'on a pour ce programme-là, c'est une approche qui est majoritairement médicale. Le volet social et communautaire est négligé. En tout cas, on en parle très peu dans les documents sources. Le support politique et stratégie nationale est venu en deuxième instance dans ce développement de ce modèle-là. On a aussi un soutien par un psychiatre qui est parfois difficile en Australie parce que les soins psychiatriques sont de nature privée. Donc, le fardeau de trouver des ressources appartient à la famille. On a aussi des limites des connaissances du médecin de première ligne en santé mentale, ce qui amène un besoin de formation pour eux. Puis, on a une demande pour une évaluation prospective du modèle dans le temps. Les auteurs des articles nous ont dit qu'ils étaient pour y travailler.
Les forces du programme, c'est l'intégration organisationnelle dans le Royal Children's Hospital, des soins axés sur les besoins des patients et des proches. On a un protocole et des processus qui sont partagés entre le Royal Children's Hospital et la communauté, les services communautaires. On a un engagement médical collaboratif, c'est une des forces, et une dissémination nationale et internationale du projet à travers les écrits, mais aussi à travers les différents congrès qui ont à travers le monde. Parlons de l'expérience française. En France, l'approche environnementale de l'autisme s'est structurée avec l'appui de la Haute Autorité de santé, le HAS, qui encourage l'adaptation continue des cadres de vie scolaire, sociale et professionnelle aux besoins spécifiques des personnes autistes. L'expérience française repose ainsi sur une démarche inclusive centrée sur l'environnement. Elle déploie des actions concrètes telles que l'ajustement du contexte de vie, la formation des professionnels et l'implication des familles. Afin de mieux accompagner la transition vers l'âge adulte, ces approches visent à anticiper les besoins en matière d'autonomie, d'emploi, de logement et de vie sociale, tout en limitant les ruptures de parcours en favorisant une insertion durable et épanouissante. Cette approche contribue à une transition réussie vers l'âge adulte en soulignant l'importance d'adapter les espaces de vie, les interactions sociales et les exigences du quotidien afin de favoriser l'autonomie, le bien-être et l'inclusion des adultes autistes. Ces adaptations, telles que la réduction des simulations sensorielles, la structuration claire des lieux, l'ajustement de la communication et des tâches, ainsi que la sensibilisation des proches et des professionnels constituent un cadre facilitateur pour répondre aux besoins évolutifs de la personne autiste. Contrairement aux approches traditionnelles centrées sur les déficits et les limitations de la personne autiste, cette approche met l'accent sur l'adaptation de l'environnement à ses besoins. Elle considère que de nombreux défis rencontrés par les adultes autistes sont liés à un environnement inadapté plutôt qu'à leur seule particularité individuelle. Cette approche propose une prise en charge holistique qui va au-delà des soins médicaux ou thérapeutiques conventionnels. Elle inclut une évaluation individualisée des besoins de la personne, prenant en compte ses particularités sensorielles, cognitives, émotionnelles, sociales, pour concevoir un plan de vie sur mesure. L'un des points forts de cette approche est son attention particulière aux hypersensibilités sensorielles des personnes autistes. Elle propose des ajustements concrets pour limiter les surcharges sensorielles et favoriser un cadre plus apaisant. L'implication des proches, des employeurs et professionnels n'est pas seulement un soutien ponctuel, mais un accompagnement continu et interdisciplinaire. Les professionnels doivent être formés à reconnaître les signes des besoins spécifiques de la personne autiste et adapter une communication et à intégrer ces ajustements tout au long de l'aspect de leur vie. En offrant un environnement structuré et adapté, l'approche environnementale permet aux adultes autistes de développer leur autonomie, de participer pleinement à la vie sociale et professionnelle et de réduire les risques d'isolement. En intégrant progressivement la personne dans le contexte plus inclusif et flexible, cette approche favorise également une meilleure gestion du stress des émotions dans un environnement socio-complexe. Les bons coups de cette approche reposent sur une attention particulière aux besoins individuels dans un cadre inclusif qui respecte les particularités de chaque personne. Elle met l'accent sur l'adaptation des environnements pour offrir un cadre favorable à l'épanouissement et à la participation active. Parallèlement, l'approche vise à favoriser l'autonomie en soutenant des personnes autistes dans leur choix de vie et leur capacité à évoluer dans les contextes divers. Un effort particulier est également consacré à la sensibilisation des proches, professionnels et employeurs, et pour promouvoir une meilleure compréhension de l'autisme et encourager des comportements bienveillants et adaptés au quotidien. Le gouvernement y joue un rôle essentiel en soutenant des politiques publiques visant à promouvoir l'inclusion, l'autonomie et la sensibilisation. Je te laisse la parole. Merci. Dans cette section, on va faire l'analyse comparée des différentes expériences vues précédemment. Dans la première section qu'on va analyser, c'était le financement. Au niveau de l'Australie, il y a le National Disability Insurance Scheme. C'est des initiatives gouvernementales et philanthropiques qui offrent une série de soutiens financiers individuels aux Australiens avec un handicap et leurs proches aidants. En France, il y a le Étatisme Social Insurance. C'est une régulation par l'État, un financement par cotisation sociale avec une production privée.
Au Canada et au Québec, il y a le National Insurance System. C'est une régulation par l'État avec un financement fiscalisé et une production privée, mais pas par profit. Puis, le financement par programme ne favorise pas la collaboration intersectorielle et les investissements en recherche à venir au fédéral pourraient être un meilleur levier dans la gestion de changement. Par la suite, on va analyser l'importance de la première ligne. Au niveau du modèle australien, il y a une cogestion médicale par l'engagement du médecin généraliste et un gestionnaire de cas centralisé qui permet la navigation et la planification des soins et des services. Par la suite, au niveau du modèle français, il y a 3 attributs associés au modèle d'organisation du soin de première ligne qui ressort, soit la coordination, qui mettent à l'avant une production en temps portant et complémentaire des services par différents intervenants, surtout qu'ils misent sur l'interdisciplinarité, ce qui offre une globalité des services, puis aussi mise sur la communication interpersonnelle par l'habilité des différents intervenants à bien comprendre les préoccupations des usagers avec le guide d'accompagnement environnemental. Puis, au niveau du modèle québécois, il y a un seul guichet intégré pour les services de première et deuxième ligne. Puis, au niveau des enjeux, il y a une multiplication des acteurs et des démarches, ce qui augmente le délai d'attente. Puis, l'usager ne peut pas bénéficier d'une réponse globale intégrée à l'ensemble de ses besoins. Par la suite, on va analyser l'approche de trajectoire de soins. Au niveau du modèle australien, il y a un guide d'accompagnement qui est disponible, surtout au début précoce en pédiatrie. Puis, l'approche est structurée par étapes en interdisciplinarité. Les besoins des patients et de leurs proches aidants sont au cœur des démarches avec les outils cliniques. Puis, le modèle français, il y a un guide d'accompagnement environnemental pour accompagner la personne autour de sa trajectoire de soins, mais aussi sa trajectoire de vie. Puis, au niveau du modèle québécois, il y a absence de la gestion par trajectoire. Il y a seulement une utilisation des données pour améliorer la performance individuelle des systèmes. Par la suite, au niveau du leadership et de la gouvernance, au niveau du modèle australien, il y a un financement vers les patients et les proches aidants. Il y a un soutien logistique par le Royal Children's Hospital. Il y a un début d'un engagement politique régional et national au niveau du financement et des grandes stratégies abordées. Et les soins psychiatriques sont principalement privés en Australie. Au niveau du modèle français, il y a une gouvernance clinique qui est mise en œuvre par leur outil d'accompagnement environnemental pour les professionnels. Il y a aussi des initiatives gouvernementales pour mettre en place des politiques en lien avec cette approche. Au niveau québécois, la démarche EVA est portée par 3 ministères, l'éducation, le ministère des services santé sociaux et la solidarité sociale. Il y a une confrontation des valeurs et des différents acteurs. Il y a vraiment une incohérence au niveau des données. Puis au niveau de la gouvernance et du leadership, c'est fragmenté. C'est difficile d'avoir une vision d'ensemble globale pour planifier des actions concrètes et avoir des collaboratives novatrices. Il n'y a pas vraiment de moteur d'engagement. Et au niveau des tables de concertation en place pour regarder de façon globale les besoins, il n'y a pas d'usagers ou de familles qui sont présents. Par la suite, au niveau de l'amélioration de la qualité, au niveau du modèle australien, c'est une approche centralisée, structurée, holistique qui permet une réduction des coûts, réduction des limitations d'accès aux services des soins et de santé avec une plus grande satisfaction des usagers et des proches aidants. Au niveau du modèle français, c'est une approche individualisée des soins et des services qui répondent aux besoins spécifiques de chaque personne. Au niveau du modèle québécois, au niveau de l'INES, il y a des impacts faibles sur l'offre des services, la gouvernance et les processus. Puis, il y a des enjeux de pertinence des soins. Il y a une incapacité à fournir les bons soins aux bons fournisseurs, aux bons patients, au bon moment. Et il y a un aboutissement à faire des soins de qualité optimale, dans le fond. Puis, pour terminer notre analyse, avec la gouvernance collaborative au niveau du modèle australien. C'est une approche axée sur les besoins des familles avec un financement dirigé. Il y a une collaboration interprofessionnelle qui améliore les soins des patients complexes et qui facilite le transfert d'informations, de connaissances, de visions avec un but commun et permettent d'avoir des décisions cliniques partagées.
Au niveau du modèle français, il y a des défis de concilier les aménagements particuliers avec un milieu de vie collectif. Puis au niveau du modèle québécois, les objectifs collectifs sont clairs, mais irréalistes vu les volumes avec plusieurs défis et tensions, entre autres avec le partage des ressources, la diversité des cultures organisationnelles, le manque de lignes directrices liées à la collaboration et la divergence sur les problèmes et les solutions. Donc, application au Québec. À la lumière de la présentation pour cette présentation, nous souhaitons proposer des recommandations visant à améliorer la prise en charge globale au Québec en abordant les niveaux macro, miso et micro, inspirés du modèle français, australien et TEVA qu'on a vu précédemment. Donc, voici quelques points. L'indépendance décisionnelle, promouvoir des mécanismes qui renforcent une prise de décision autonome et éclairée. Dans le cadre de la loi 15, certains besoins ont été identifiés. Indépendance vis-à-vis du politique, l'importance d'assurer une autonomie par rapport aux influences de l'opinion publique et des groupes de pression, garantissant ainsi une décision objective et impartiale. Gestion de proximité, prioriser des approches locales, adaptées aux besoins spécifiques des populations. L'autonomie avec consultation méso, maintenir une indépendance tout en intégrant les contributions du niveau méso pour enrichir les processus décisionnels. Le leadership stratégique et soutien organisationnel. Mettre en place un leadership fort accompagné de mécanismes efficaces pour soutenir les organisations. Chantier du M3S en cours. L'objectif étant d'instaurer un mécanisme d'accès unique et standardisé pour simplifier, harmoniser et rendre le parcours plus accessible. Pour terminer cette diapo, les actions concrètes. Donner plus de support aux proches aidants et une meilleure reconnaissance en adoptant une vision écologique pour qu'elle continue à jouer son rôle. Et la gouvernance clinique, clarifier les responsabilités décisionnelles et promouvoir l'engagement comme moteur d'action et l'implantation de guides pour pratiques comme levier d'amélioration de la performance. Pour la deuxième diapo, donc au niveau méso, du point de vue MISO, coordination intersectorielle, donc encourager une meilleure collaboration entre les secteurs sociaux et liés à la santé physique en mettant fin au fonctionnement en silo. Approche intégrée avec la santé publique, donc repenser la trajectoire pour établir un continuum harmonieux de soins et de santé tout en intégrant les dimensions sociales. La transition universelle, assurer que le processus de transition soit applicable et adopté pour tous. Et encore une fois, les pistes d'amélioration plus concrètes, donc au soutien direct aux proches aidants, adopter une approche écologique pour renforcer leur rôle essentiel dans le soin et la prise en charge. Gouvernance clinique, clarifier les responsabilités et mobilisation d'engagement comme moteur, comme on a spécifié plus haut. Guide pratique, en faire un levier stratégique pour les milieux, améliorer les performances et les services de la co-construction et prendre en considération les enjeux locaux. Et la dernière diapo au niveau des recommandations, on termine avec le micro. Donc, au niveau du micro, une approche holistique, donc assurer une prise en charge globale qui répond à tous les besoins en incluant l'intégration et une vie active grâce à un projet de vie personnalisé. Une approche structurée et interdisciplinaire, donc développer des initiatives intégrant les volets sociaux et communautaire pour une approche plus complète et globale. Une transition amorcée précocement, donc commencer la préparation à la transition dès l'âge de 12 ans, afin de garantir une meilleure adaptation au changement pour tous les acteurs. Intervenants clés, donc mobiliser des acteurs pivots, comme on a spécifié plus haut, pour guider efficacement la navigation à travers les services et les ressources disponibles. Le système de soutien centralisé, donc mettre en place une centralisation des services afin d'optimiser l'accompagnement et le suivi des individus dans leur parcours. Et partenariat et gouvernance collaborative, s'appuyer sur un modèle de partenariat inspiré de l'expérience montréalaise, mais également basé sur les pratiques exposées dans notre présentation au niveau français, australien également, dans la présentation. Donc, sur ce, j'aimerais remercier mes collègues, donc Dominique, Mélanie, José, moi-même Cassandra et Mélanie pour cette présentation et on vous remercie. On t'entend pas, Dominique. Ton micro est fermé.